Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. L'heure est grave et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Le Sénégal, par la voix ferme et déterminée de Bassirou Diomaye Faye, vient de rejoindre l'élan de l'AES en dévoilant la vérité au sommet des Nations Unies. Une vérité sans phare, semblable à celle déjà proclamée avec force par les présidents de l'Alliance des États du Sahel. Ce geste marque un tournant décisif. Le gouvernement sénégalais, sous la direction de Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit désormais dans une démarche résolument panafricaniste, tournée vers la souveraineté, la dignité et l'émancipation des peuples africains. Regardez d'abord cet extrait marquant, et nous reviendrons ensuite pour une conclusion encore plus percutante. Je donne à présent la parole au président du Sénégal. Monsieur le co-président, chers collègues, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, je salue le leadership de la France et de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'engagement de tous ici présents pour la cause palestinienne. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza. Une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à deux États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est ce que veut le plan de partage décidé par les Nations Unies. C'est aussi une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des deux pays, une exigence de justice, une exigence d'humanité. C'est pourquoi le Sénégal soutient la déclaration finale de notre rencontre préparée par la conférence ministérielle de juillet dernier, à laquelle mon pays avait co-présidé la table ronde sur le respect du droit international. Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair. L'occupation doit cesser. La souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU. L'ONU doit envisager le déploiement d'une mission de stabilisation et d'observation pour s'assurer de l'arrêt des actes illégaux. Bref, la promesse de deux États doit enfin être tenue. À ce propos, je salue le récent vote massif à l'AG de l'ONU de la résolution pour une solution pacifique à deux États. Le Sénégal salue aussi la décision historique des pays ayant décidé de reconnaître aujourd'hui l'État palestinien. Président du comité pour l'exercice inaliénable des droits du peuple palestinien, le Sénégal continuera de s'associer à toute initiative visant à favoriser le retour à une paix durable
en terre palestinienne. J'en appelle à la conscience universelle. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit, et de préserver ce qui fait notre humanité commune, la capacité d'empathie, de justice et de solidarité. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour la création d'un État palestinien viable. Je vous remercie. L'heure est grave et l'histoire prend un nouveau tournant. Ce qui vient de se passer à New York dépasse le simple cadre d'un discours diplomatique. Bassirou Diomaye Faye, à la tribune de l'ONU, a clairement choisi de briser le silence complaisant et de rejoindre la ligne de vérité déjà incarnée par le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani et le colonel Assimi Goïta. Depuis plusieurs années, l'inaction de la Cour pénale internationale CPI, face aux crises profondes qui secouent l'Afrique et Gaza, insécurité, ingérence étrangère, injustice économique et marginalisation diplomatique, a poussé les dirigeants de l'AES à fermer la porte à cette institution jugée inefficace et partiale. En crachant leur vérité, ces présidents ont marqué leur rupture avec un ordre mondial qui ne sert pas les peuples africains. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye de son côté emboîte le pas, en dénonçant sans détour les déséquilibres du multilatéralisme, en exigeant une réforme des institutions internationales et en défendant la souveraineté de la Palestine, il inscrit le Sénégal dans la même dynamique de résistance et d'émancipation. Son message résonne comme une confirmation, l'heure n'est plus à la soumission diplomatique, mais à l'affirmation d'une Afrique digne, souveraine et maîtresse de son destin. Par cet acte fort, Bassirou Diomaye Faye n'est plus seulement le président d'un pays, il devient un maillon essentiel du vaste mouvement panafricaniste qui s'élève contre l'ordre établi. Désormais, Dakar est en train de rejoindre Ouagadougou, Bamako et Niamey dans une même bataille, celle de la vérité, de la dignité et de l'indépendance réelle des peuples africains. Cette réalité a poussé les présidents de l'AES à quitter la Cour pénale internationale CPI. L'écrivain Sidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent donc leur retrait de la CPI. Est-ce la suite logique? Absolument, on peut dire qu'ils sont cohérents dans leurs décisions puisqu'ils ont depuis longtemps affirmé une démarche souverainiste à travers le retrait de certains nombres d'organisations dont la francophonie, estimant qu'elles sont dirigées par l'impérialisme et que ce n'est plus compatible avec la vision qu'ils se font aujourd'hui des rapports internationaux. Donc je pense que ces pays sont cohérents et les arguments qu'ils ont avancés pour justifier leurs décisions correspondent un peu à leur choix politique de ces dernières années. Oui, parce que l'AES dit que la CPI est un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Est-ce légitime? Oui, il y a quand même un constat qui est presque unanime, c'est la sélectivité de la CPI. Il y a des parties du monde où les crimes commis ne sont pas enquêtés. Quand on prend l'Afghanistan ou le Proche-Orient, les crimes qui sont commis dans ces parties du monde ne font pas l'objet d'enquête de la CPI. Et des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Elle a été fragilisée. Un pays comme les États-Unis a été jusqu'à sanctionner des juges qui ont poursuivi Israël. Les États-Unis avaient déjà par le passé révoqué le visa de Madame Bensouda qui était procureure à cette période. Donc il y a une fragilisation de la Cour pénale internationale par les grands pays et il n'est pas surprenant que les pays ou d'autres pays aussi constatent que la CPI ne remplit pas son mandat d'impartialité. D'ailleurs, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le fait que ces pays étaient quand même parmi les premiers à adhérer à cette Cour pénale internationale. Le Mali de 2000, le Niger en 2002, le Burkina en 2004, et ces pays ont collaboré avec la CPI parce qu'il y a eu quand même des poursuites qui ont abouti. En 2016 déjà, un djihadiste a été poursuivi et condamné. En 2024, un autre djihadiste a été condamné pour la destruction de mausolées. Et il y a aujourd'hui même un mandat d'arrêt contre Iyad Agali qui est un des chefs rebelles. Donc il y a eu une collaboration avant qu'on arrive à ce constat qui amène ces pays à se retirer. Et certains disent que ces dirigeants redoutent d'être poursuivis. Non, je ne pense pas que ce soit l'argument fondamental parce que il faut dire que même quand on quitte la CPI, si les États, il y a une saisine du Conseil de sécurité, on peut poursuivre. C'est ce qui est arrivé au Soudan sous El-Béchir. Donc je ne suis pas sûr que l'argument principal soit la décision de se soustraire d'une éventuelle poursuite de la CPI, mais cette incohérence aussi le fait que
ces pays, en se retirant de la CEI, donnent quand même des garanties à leur opinion publique. Parce que c'est ça aussi l'enjeu pour ces régimes, c'est montrer qu'ils sont cohérents dans leurs décisions et ils ont le courage de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et comment elle réagit, cette opinion Je pense que ça a été favorablement accueilli, puisqu'on sait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays de l'AES aussi, on a estimé que la CPI avait fait des poursuites sélectives en poursuivant Laurent Gbagbo et en ne poursuivant d'autres personnes. Donc, dans les opinions publiques, cet argument est favorablement accueilli et ça donne aussi aux jeunes, aux pouvoirs militaires qui sont en place aussi une sorte de soupape auprès de leur opinion publique. Alors la CPI a réagi, elle dit que c'est un recul préoccupant dans la lutte contre l'impunité dans le Sahel, êtes-vous d'accord ? Je pense que la CPI aurait elle-même dû donner, elle n'aurait pas dû donner le manche avec lequel aujourd'hui les pays la battent. Le fait qu'elle ne poursuive pas, qu'elle ne soit pas en capacité, par exemple, de sanctionner Benjamin Netanyahou, contre lequel elle a émis un mandat, et que les États disent qu'ils peuvent se déplacer librement, tout ça a fragilisé la CEI, et c'est dans ce contexte de fragilisation de la CPI que ces pays ont décidé de se retirer et en échange, ils s'engagent à créer la Cour pénale sahélienne qui va poursuivre les crimes qui vont être commis et qui aura sans doute un mandat plus efficace. Sera plus équilibrée cette je pense qu'elle sera plus efficace que la CPI, puisque actuellement déjà au niveau des juridictions nationales, il y a des poursuites. La plupart de ces pays ont créé des pôles judiciaires spécialisés dans le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Donc il y a déjà un premier document sur lequel ces pays peuvent avancer sur l'agenda de poursuivre, parce qu'on sait que, pour avoir travaillé là-dessus, que l'impunité nourrit le terrorisme. Donc ces pays savent mieux que quiconque qu'en ne faisant rien dans le cadre des crimes graves qui auraient été commis, ça peut nourrir le terrorisme. Donc je pense qu'ils sont dans une dynamique, celle de lutter contre le terrorisme avec des moyens endogènes, plutôt que la démarche un peu sélective de la CPI qui ne reçoit pas aujourd'hui dans les opinions publiques africaines beaucoup d'écho. Et pensez-vous que cette décision pourrait inspirer d'autres pays africains à quitter ? Oui, je pense que la critique, elle existe dans les autres pays. Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ? Ces pays ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. On a vu que l'Afrique du Sud est un autre pays qui avaient envisagé se sont rétractés, mais je crois que, en tout cas, la critique existe. Maintenant, moi, j'ose espérer que ça va être un coup de semonce pour la CPI, pour qu'elle se ressaisisse, pour qu'elle soit plus efficace dans les poursuites et pour qu'il n'y ait pas d'impunité pour certains et de poursuites pour d'autres. Seydi Kaba, merci. Je vous en prie. L'heure est venue pour l'Afrique d'écrire sa propre histoire. Ce qui s'est passé à New York n'est pas un simple discours, mais une déclaration de rupture et de renaissance. En prenant la parole avec franchise et courage, Bassirou Diomaye Faye a hissé le Sénégal au rang des nations qui refusent désormais l'humiliation, l'injustice et la soumission diplomatique. Son message s'aligne avec celui des présidents de l'AES, confirmant que le vent du changement souffle plus fort que jamais sur le continent. En dénonçant les dérives d'un ordre mondial partial, en pointant du doigt l'inaction des grandes institutions internationales et en exigeant une véritable justice pour l'Afrique et pour les peuples opprimés comme celui de la Palestine, Bassirou Diomaye Faye a placé Dakar dans la même trajectoire que Ouagadougou, Bamako et Niamey. Ensemble, ces voix forment désormais un cœur puissant, celui d'une Afrique qui revendique son droit à l'autodétermination, à la souveraineté et à la dignité. Ce tournant n'est pas un hasard, c'est l'expression d'une génération de dirigeants panafricanistes qui refusent d'être spectateurs de leur destin. Avec ce geste fort, Bassirou Diomaye Faye n'est plus seulement un président sénégalais, il devient l'un des piliers d'un mouvement continental d'émancipation. Désormais, l'Afrique n'attend plus qu'on lui tende la main, elle se lève, elle parle et elle agit. Le message est clair, la soumission appartient au passé, l'unité et la vérité appartiennent à l'avenir. Que pensez-vous de ces déclarations de Bassirou Diomaye Faye ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.